plus. Alors, bonsoir John Catalinotto. John Catalinotto est rédacteur du journal Workers' World, qui porte le même nom que l'organisation communiste aux États-Unis. Il vient de publier récemment Turn the Guns Around. C'est un livre sur c'est-à-dire retourner en fait les fusils. En fait, c'est un livre sur les mutineries, sur les révoltes de soldats et les révolutions. John Catalinotto est impliqué dans la politique américaine depuis la crise des missiles à Cuba, donc 1962, m'a-t-il dit. Et depuis, il en parle beaucoup dans ce livre. Il a parlé d'un certain nombre de toute la politique qu'il a menée auprès de l'armée américaine, des soldats américains, pour qu'ils se révoltent contre l'armée elle-même, qui est, comme il dit, au cœur même de la machine étatique. Et ma première question, John Catalinotto, justement, c'est par rapport à ce grand mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam qu'on voyait aux États-Unis et pour lequel vous avez eu des résultats tangibles et importants. Comment vous organisez-vous aujourd'hui par rapport à ce regain d'impérialisme qu'on voit aujourd'hui avec la politique de Donald Trump? Okay. Les conditions sont assez différentes en ce moment aux États-Unis que dans les années 60. Mais on commence à organiser, mais aussi un mouvement anti-guerre, mais les gens qui sont actifs à ce moment, c'est plutôt dans le mouvement contre la violence de la police, contre la communauté afro-américaine. C'est en question de solidarité avec les immigrés de tout le monde, mais surtout pour les Mexicains, les gens de l'Amérique centrale qui sont aux États-Unis et qui sont fortement réprimés par le gouvernement de Trump et aussi par le gouvernement d'Obama, mais Trump, avec ses paroles racistes, a empoisonné l'ambiance aux États-Unis. Et nous organisons cette jeune gens. Je n'ai pas eu l'opportunité de dire que quand j'ai écrit mon livre, c'est dans un temps qu'il y a un peu de calme aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui s'intéressent dans la question marxiste-léniniste de capitalisme. Peut-être un peu anticapitaliste, mais pas socialiste. Mais ça a changé beaucoup dans les derniers 2 ans. Par exemple, notre parti qui était trop petit, mais le nombre de membres a doublé dans les derniers 2 ans. Et beaucoup de gens qui n'ont jamais entré dans notre parti pendant les derniers 25 ans, après la chute de l'Union soviétique, commencent à nous joindre par assister à militer contre le système impérialiste et capitaliste aux États-Unis. Mais le mouvement d'anti-guerre, ce n'est pas un grand mouvement d'anti-guerre comme pendant la guerre de Vietnam, et aussi pas comme avant de la guerre contre l'Irak en 2002-2003, quand il y a des millions de gens dans la rue. Maintenant, il n'y a pas un million de gens dans la rue, mais ça commence. C'est un commencement. C'est ça que je peux dire. Ce qui nous avait frappé, malheureusement, c'est que malgré les bons succès de Bernie Sanders, nous avions été très déçus, disons, je parle pour l'ensemble des progressistes en France, par le fait qu'il est appelé à soutenir directement Hillary Clinton, c'est-à-dire une des candidates de l'impérialisme. Et est-ce qu'il n'y a pas... quelle est la possibilité... Nous avons vu aussi quelqu'un comme Sam Webb, du CPI USA, soutenir directement Obama, ce qui a, d'après mes informations, donné lieu à une scission au sein de l'ancien parti, du parti communiste états-unien.
Et vous, comment vous situez-vous par rapport à cet ensemble des forces communistes et comment pouvez-vous empêcher justement cette aspiration par cette social-démocratie, enfin ce social-impérialisme aux États-Unis? Le mouvement, comme tu as dit, la politique de Clinton est assez impérialiste que la politique de Trump. C'est différent, mais c'est assez impérialiste, c'est assez agressif dans le monde. C'est différent, on peut discuter un peu de ça après. Mais Bernie Sanders, il est aussi des deux côtés de Bernie Sanders. Bernie Sanders représente un mouvement qui était important. Et pendant les élections, il a attiré beaucoup de jeunes gens qui ont voulu combattre le système en général. C'est difficile pour les jeunes aux États-Unis, comme tout le monde, comme en Europe. Mais aux États-Unis, quelqu'un qui va à l'université arrive à fin, il est endetté de 50 000 $, il ne peut pas vivre indépendamment, il ne peut pas vivre, commencer avec une famille ou vivre dans son appartement à lui-même. Il doit partager des appartements avec des autres jeunes gens. Il ne peut pas vivre normal. On dit normal. Beaucoup de gens comme ça, ils ont voulu combattre. Et Bernie Sanders a représenté. Parce qu'aux États-Unis, même en France, on pense, pour faire la politique, la première fois de faire des élections. On pense des élections pour la plupart des gens. Nous ne pensons pas comme ça, nous de la gauche, de l'extrême gauche. Nous pensons de faire des manifestations, d'organiser des syndicats, des choses comme ça, d'organiser des grèves. Il n'y a pas beaucoup de grèves aux États-Unis, jusqu'à la dernière du mois. Mais les gens qui pensent comme ça, ils sont allés à Bernie Sanders parce que Bernie Sanders même a parlé de socialisme. Il a parlé de socialisme. Pour la première fois dans une élection états-unienne, il y a quelqu'un qui parle de socialisme, même s'il n'est pas vrai, même s'il est un socialiste, soi-disant socialiste qui était pro-impérialiste. Ça, c'est une chose importante. Ça représente un change dans la mentalité des États-Unis. C'est beaucoup. Il a attiré peut-être 11 à 13 millions de votes pendant les primaires. Mais en même temps, enfin, il a décidé d'appuyer Hillary Clinton et d'abandonner la lutte indépendante du Parti démocratique. Le Parti démocratique, comme le Parti républicain, est un parti de l'impérialisme. Mais les gens qui entrent dans le Parti démocratique sont différents des gens dans le Parti républicain, ils sont presque tous blancs. Ils sont un peu plus riches des autres. Dans le Parti démocratique, il y a plus de travailleurs, il y a plus de moi, il y a plus d'immigrés, des choses comme ça. La composition du Parti démocratique est différente, mais la politique par les gens en tête sont presque les mêmes, surtout dans la politique internationale. Tout à fait. Et justement, c'était un peu le choix entre la peste et le choléra, et précisément en France, on avait un peu l'impression que Hillary Clinton voulait carrément directement attaquer la Russie, et c'était presque... Aujourd'hui, on voit un peu les foucades, les passades de Trump, et le fait qu'il passe un moment d'un affrontement terrible avec la Corée jusqu'à une forme d'apaisement aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il reporte toute son attention et sa folie sur la Syrie. Comment tu expliques ce changement de stratégie? Est-ce qu'on peut l'analyser? Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que vous avez des informations aux États-Unis? Est-ce que vous comprenez mieux la situation qu'on l'aperçoit? Ou est-ce que vraiment c'est vraiment une stratégie du chaos, pour moi simplement? Je ne peux pas dire que c'est une stratégie de Trump.
C'est vrai, Trump est un type spécial. Il est égoïste, il ne sait rien, il ne lit rien, il n'écoute pas ses conseillers, il dit qu'est-ce qu'il veut. Mais en même temps, dans la Maison Blanche, il y a directement entre des généraux, le Pentagone est direct dans la Maison Blanche, et il y a des autres pour assurer qu'il y a un peu de stratégie. Exemple, c'est dans la Syrie. Trump, qui doit être un ami de Russie, en même temps a menacé d'envoyer des missiles aux bases de Russie à Syrie. Mais après 3 heures, le général James Mattis, qui en appelle Mad Dog Mattis, il est Mad Dog, mais il est chien fou, mais il est plus normal que Trump. Et il a dit non, on ne va pas faire la guerre contre la Russie. Et tous les rockets, les fusils sont lancés dans le désert. Dans le désert. Ils ont attaqué, et c'est criminel, mais il n'a pas une confrontation avec Russie. C'est les généraux qui décident. Trump a dit à les généraux vous décidez qu'est-ce qui va arriver avec l'armée américaine. C'est pas moi. Et je ne sais pas, c'est pas une bonne chose, mais c'est parce que Trump, il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Il peut tweeter n'importe quoi. Mais c'est les généraux qui décident la question de guerre ou de paix. Et je ne sais pas, je crois que c'est dans la Maison Blanche à ce moment, c'est très désorganisé. Mais ce n'est pas notre problème. C'est Trump, il est électé pour être président, il est représentant de la classe dirigeante des États-Unis. C'est eux qui ont la responsabilité pour Trump. Nous organisons contre Trump, et on peut dire que c'est plus simple d'organiser contre Trump que d'organiser contre Hillary Clinton, surtout contre Obama. C'était difficile d'organiser contre Obama. Mais en même temps, il y a des deux choses en même temps. C'est une question dialectique. Trump, il dit des choses qui est très raciste, très misogyniste, et il a fait une ambiance très empoisonnée aux États-Unis. Les vrais fascistes pour organiser plus facilement, mais en même temps c'est tout ouvert, et on ne fait pas une politique soi-disant droite des hommes, des choses comme ça. Dans la question internationale, c'est une question agressive, c'est plus simple comme ça. Et pour nous, de la gauche, de l'extrême gauche, on peut voir, c'est nécessaire d'organiser dans les groupes contre Trump et contre tous les fascistes et les combattants. Et c'est pour ça que je crois que c'est plus simple d'attirer les jeunes gens qui veulent combattre, qui veulent lutter. Et on commence, après 25 ans, d'étudier le marxisme pour entendre qu'est-ce qu'il y a qui fait marcher la société. Et parce qu'il veut changer. Tous les gens veulent changer, des choses comme ça. Et c'est en même temps une opportunité, et c'est dangereux. Parce que quand on dit quelque chose, c'est aussi nécessaire pour l'armée de faire quelque chose. On a eu peu, il y a un mois, va être une grande guerre entre Russie et les États-Unis. C'est une guerre mondiale. Et c'est dangereux.
mais on doit organiser. Comme j'ai dit en Allemagne, il y a une semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Dans la prise de missiles, j'ai eu peur. Quand la prise en 83 sur l'avion qui était dans Corée, il y a une confrontation entre les États-Unis et j'ai eu peur. Mais mon peur n'a fait rien. Et maintenant que je suis un peu âgé, j'ai décidé c'est pas nécessaire d'avoir peur, c'est que nécessaire de lutter. Même la crise des missiles de Cuba, oui. Mais c'est vrai, je crois qu'il y a une phrase de Hamlet, c'est There is method in this madness. Ah ouais. Oui. Et justement, non, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Mais derrière, la méthode, c'est peut-être le lobby militaro-industriel. C'est peut-être ça qui décide de toute façon. Et que ce soit Clinton ou Trump, c'était la même chose. Sauf peut-être, effectivement, comme tu dis, la grande différence, c'est que vous arrivez au moins à mobiliser les gens sur des sujets intérieurs, internes, pour après peut-être... les mener à une politique globale, anti-impérialiste. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que la plupart des militants états-uniens que je rencontre en France, je vois une très forte conscience de l'impérialisme. Et alors peut-être ce sont des exceptions, évidemment, on rencontre surtout des marxistes, mais vraiment ce sont des gens qui connaissent beaucoup mieux le contexte anti-impérialiste que les Français. Qui souvent sont pas... Les Français, il y a une très forte... Mais alors justement, comment est-ce que vous arrivez justement, ce que je suis bien compris, vous essayez de travailler avec, vous avez une politique auprès des masses, auprès des ouvriers, auprès des droits des minorités, sur les femmes, sur les questions des Noirs, mais comment est-ce que vous arrivez à organiser ça, et comment est-ce que, là tu me parlais de témoignages que vous aviez de soldats américains, très grande réussite que vous aviez, c'est-à-dire 3000, si j'ai bien compris, en pleine guerre du Vietnam, tu me disais 3000 soldats se sont abonnés à plus après. Le dernier 3 mois de 68, ça a commencé avec 200 et après 3 mois c'est 3000. Et ça, c'est peut-être 10 000. Juste après l'offensive du Tet, oui. Et ça crée une véritable démoralisation dans l'armée, oui, c'est ça. Oui. Et qui a... Ça a créé une démoralisation entre la classe dirigeante des États-Unis, qui était aussi dans tous les soldats. Quand la classe impérialiste était déprimée, ça change tout. Quand il y a une lutte entre les différentes, les ailes différentes de la classe impérialistes, ça change beaucoup. Parce que quand tous les impérialistes sont en accord dans un programme, c'est difficile de travailler en contre de ça. Parce que toute la propagande, toute la idéologie était dans le même sens. Et c'est difficile de briser ça. Et en fait, vous leur disiez qu'après l'offensive du Tet, ils ne pouvaient plus gagner, c'est ça que vous leur disiez aussi? Quels étaient les arguments clés sur lesquels vous insistiez vers 68 justement, quand vous avez fait cette campagne massive dans l'armée américaine? Oui, mais c'est pas nécessaire, c'est pas une parole spéciale, c'est un développement entre, c'est spontané dans l'armée américaine. Mais nous avons essayé d'organiser ça. De faire une organisation, on a dit, à ce moment, c'est normal d'être un membre d'un syndicat aux États-Unis, dans les années 60. Oui. 35% des travailleurs étaient membres de syndicats. Maintenant, c'est 12%. En plus, c'est la FL-CIO qui est quand même un syndicat. C'est la FL-CIO, AFL-CIO. C'est surtout, c'est ce qui est un syndicat quand même. C'est un syndicat jaune. Jaune, ça. Mais pas dans la question de salaire, des choses comme ça. Ah oui, intérieur, oui, c'est ça. On a gagné beaucoup dans le salaire. La vie pour les travailleurs qui sont organisés en les années 60 était bon. Parce que si tu veux, nous on se plaint en France du fait que la CGT, notre grand syndicat de lutte, a décidé de s'inscrire à la
CES en 1999 et la CSI, en CISL, en 2006, je crois, qui est littéralement pilotée par le FLCIO. C'est-à-dire que la CGT a quitté la Fédération syndicale mondiale pour aller dans un syndicat qui, en termes de vision du monde, là, on est passé de l'autre côté. En termes de guerre froide, ils sont passés de l'autre côté. C'est-à-dire que autant notre CGT reste valeureuse, mais au point de vue strictement international, c'est une catastrophe. Et justement, le poids de ces syndicats américains qui ne sont pas à la hauteur. Hein, mais je ne parle pas bien sûr de... L'organisation des travailleurs en France a été tellement différente des États-Unis aussi dans le passé. Oui. Parce que c'est pour être membre d'un syndicat en France, c'est une décision des travailleurs. Oui. On milite dans le syndicat. Aux États-Unis, on est automatiquement le syndicat. Le syndicat, tous les gens qui travaillent pour une société sont membres du syndicat. Ce n'est pas la même chose. Mais tu as raison, les leaders du syndicat de FCIO ils sont aussi bons avec l'impérialisme. Voilà, c'est ça, ils sont favorables à l'impérialisme. Ils ne peuvent pas. Mais je vous dis qu'en 68, c'est normal pour des jeunes travailleurs de penser que le syndicat c'est une bonne chose. Et nous avons organisé un syndicat des soldats américains parce que cette norme c'est raisonnable. Mais pour les officiers, ce n'est pas raisonnable d'avoir une organisation des soldats, parce qu'une organisation de soldats peut dire que c'est le soldat qui décide et pas les officiers. C'est un homme très calme, mais c'est une idée révolutionnaire. Oui, tout à fait. Et puis j'imagine, bon, tu étais trop jeune pour connaître cette époque, mais ça a forcément eu des conséquences sur le long terme. C'est le macartisme, c'est-à-dire un anticommunisme fou furieux quand même dans ce... Je ne vois pas très jeune, parce que moi, je suis... c'est un came of age. C'est ma adolescence. Et j'étais influencé par le macartisme. Et j'ai eu peur du communisme, j'ai cru que c'était une mauvaise chose, sauf parce que j'ai un grand-père qui était communiste, il était d'origine sicilienne, il était anarcho-syndicaliste et après il était membre du Parti communiste états-unien. Et mon grand-père qui est aussi d'origine italienne. Hein, alors heureusement qu'il y a certains d'origine, mais je pense que bien sûr il y a aussi des gens d'un peu tous les horizons aujourd'hui. Et donc comment vois-tu l'avenir des mouvements communistes aux États-Unis? Comment vois-tu le développement? Comment s'organise-t-il? Quelles sont vos perspectives? Moi, on commence à organiser, parce que beaucoup de gens, quand sont entrés notre parti à ce moment, ça donne la possibilité d'organiser. Je ne sais pas quoi va arriver demain, la prochaine année, on ne sait pas. Mais il y a une opportunité et je dois continuer d'organiser. Parce que moi, j'ai pensé, je vais écrire des livres pour sauver l'expérience des années 60, pour sauver toute l'expérience, pour sauver l'idée de marxisme-léninisme pour le futur. Mais maintenant, le futur est maintenant, ça arrivait. Et je ne peux pas écrire tout le temps, je dois rédacter mon journal. Je dois enseigner les jeunes en parlant de marxisme, comment on peut s'appliquer aux États-Unis, et ça on organise. Tout à fait. Et
Alors déjà, je te remercie d'avoir fait toute cette interview en français, dans un français excellent. Et justement, est-ce que tu connais bien notre pays, tu connais bien notre langue, est-ce que tu as un message à adresser aux gens des initiatives communistes qui t'interviewent, des gens que tu connais depuis longtemps, comment tu vois la situation en France? Oui, maintenant en France, il y a une grande lutte des travailleurs, surtout des cheminots, et aussi des autres partis. C'est surtout la section publique qui lutte contre les soi-disant réformes de Macron et de la classe dirigeante française. Ce n'est pas simplement Macron, et je crois que s'il y a quelque chose, s'il peut réussir en France, ça va doit beaucoup d'énergie aussi pour notre camarade aux États-Unis. Il y a eu une première fois depuis des années des grandes grèves aux États-Unis, surtout parmi les enseignants. Les enseignants de les États très pauvres, West Virginia, Oklahoma, Arizona. Et c'est interdit de faire une grève, mais ils ont fait une grève. C'est des États qui ont voté pour Trump. En même temps, ils luttent. Et c'est important pour les enseignants, pour ces enseignants des relations avec des écoliers qui sont des sections plus pauvres. Et ils luttent pas seulement pour un bon salaire, mais aussi pour plus d'argent pour les épaules. Parce que la classe dirigeante aux États-Unis a volé l'argent de la section publique et Trump a donné millions de dollars à les riches avec son réforme des impôts. Et c'est pour ça que les classes dirigeantes aiment Trump. Mais je peux dire, à ce moment, les stratèges d'impérialisme n'ont pas confiance en Trump. La stratège, je peux dire, c'est comme Hillary Clinton, c'est comme dans le XXe siècle, des gens comme Brzezinski ou Kissinger, qui fait la stratégie d'impérialisme, qui a construit une grande structure internationale pour mettre l'impérialisme états-unien à la zénith, mais on protégeait un peu avec les autres pays impérialistes, comme la France, comme l'Allemagne, comme toute l'Ouest Europe, comme le Japon, pour donner un peu, pour avoir une alliance des impérialistes contre tout le monde. Et ils ont peur, cette stratégie, que Trump va briser tout ça. Parce qu'il dit, c'est pour nous, les États-Unis, on doit faire tout pour nous. Ben, évidemment, il y avait cette évocation du retrait de l'OTAN, the withdrawal from NATO. Ah, You spoke about it. Ouais, il n'a pas fait ça. Oui, mais le fait même d'envisager ça. Il dit qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Et aussi pour être élu. Pour être élu, il faut dire n'importe quoi. Parce qu'il a un bassiste qui est raciste, qui est chauviniste, et il dit des choses comme ça. Mais c'est fou. Je ne veux pas faire la stratégie pour l'impérialisme. C'est pour faire ça. Moi, mon devoir est de faire un combat contre l'impérialisme. Monsieur, pas de commenter. Et s'ils luttent entre eux, mieux. Mais ça ne décide pas. C'est nécessaire d'avoir une ingérence indépendante des travailleurs et des pauvres, des gens noirs, des immigrés, contre l'impérialisme qui est indépendante de la lutte entre les deux aires. Merci, c'est très bien. Je discutais récemment avec Diana Johnston, qui est une américaine qui vit en France, qui a écrit un livre contre Hillary Clinton.
et elle me disait que la France était pour elle le maillon faible de la chaîne impérialiste. Le maillon faible, un des pays impérialistes qui peut le plus, disons, rompre l'alliance atlantique. Toi qui connais bien les relations entre la France et les États-Unis, est-ce que tu penses que... Comment tu vois le fait que justement la France est passée de cette époque gaulliste où on était hors du commandement intégré de l'OTAN, il y avait le discours de Phnom Penh, il y avait un certain nombre de positions de la Convention des dollars nord. Comment tu expliques qu'on soit passé en France à... On a un président qui est maintenant Young Leader, c'est-à-dire qui fait partie d'un programme de formation aux États-Unis. Oui. Et un certain nombre de dirigeants en fait, ont été directement formés pour être des dirigeants atlantistes, c'est-à-dire répondre à la politique états-unienne. En même temps, dans la population, il y a non pas un anti-américanisme, parce qu'on adore, on a plein de camarades américains comme toi, et justement, il faut renforcer cette collaboration internationale, c'est le vrai internationalisme prolétarien, mais en tout cas, il y a un fort sentiment anti-atlantiste, c'est-à-dire contre la loi de ces impérialismes. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a justement, c'est quelque chose qui peut, ce sentiment impérialiste peut croître, ou comment tu vois les choses depuis que tu connais la France depuis les années 80, c'est ça? Moi, je peux dire que c'est aussi une question des relations entre les impérialistes. C'est peut-être un peu mieux pour le monde s'il y a un peu plus d'indépendance pour la France, pour mener une politique indépendante de l'impérialisme états-unien. Mais même s'il est indépendant, la France est un pays impérialiste. Et en Afrique et des choses comme ça, ils sont des impérialistes et ils exploitaient et opprimaient les pays africains dans l'Afrique francophone et des choses comme ça. C'est une chose. L'autre chose, c'est Diana Johnson. J'admire Diana Johnson, surtout parce que les choses qu'elle a fait pendant la guerre contre l'Yougoslavie. Oui. Elle a fait des choses très courageuses pour elle. La croisade des fous, hein, Fool's Crusade. Mais Diana Johnson ne pense pas sur la question de lutte de classe en les États-Unis. Elle ne pense pas des choses comme ça. Elle pense de la relation entre les pays, que ça veut dire les dirigeants des pays, les gouvernements. Peut-être parce qu'elle ne vit plus aux États-Unis, peut-être, simplement. Elle ne s'intéresse plus à la politique. Elle s'intéresse moins à la politique intérieure américaine parce qu'elle ne vit pas aux États-Unis. Oui, elle vit en France pendant de longtemps. Oui, je pense que c'est... Oui, pendant les années 70, j'ai lu beaucoup d'articles de Diana Johnson. Elle a écrit pour un journal social-démocrate aux États-Unis, de gauche, et elle a écrit beaucoup de la France, qui est intéressant. Et moi, j'ai écrit des articles en même temps, parce que en lisant Le Monde, qui est plus intéressant que ça en les années 70. Oui, beaucoup plus, oui. Parce qu'il y a des écritures qui est plus indépendantes de la classe dirigeante, je crois. Exactement. Alors, je ne sais pas si on regardait, parce que pour parler à l'infini, mais on a publié aussi un livre qui est très important pour nous, parce qui a été traduit dans le monde entier, c'est le livre de Roger Kieran et Thomas Kenny. Roger Kieran, Socialism Betrayed, le socialisme trahi. Et ça, c'est militant c'est une scission marxiste-léniniste du Parti communiste des États-Unis. Et alors, comment dit le Socialism Betrayed. C'est Roger Kieran, Thomas Kenny. Bon, mais justement, peut-être que c'est... Est-ce qu'il y a des partis des communistes? Oui, je crois que leur site s'appelle ML Today. Mais justement, peut-être expliquer Workers' World, comment est né ce mouvement? Peut-être parce qu'on connaît mal le milieu communiste aux États-Unis, d'autant plus qu'il y a plusieurs partis, différents groupes. C'est difficile
Et comment est né Walker's World? Dans quelles conditions? Dans quel contexte? C'est une histoire intéressante, et surtout parce qu'on a changé beaucoup pendant des années. Mais on était parti, les dirigeants de notre parti, les fondateurs de notre parti étaient partis du parti Socialist Workers Party aux États-Unis, c'est le PDS trotskiste. Mais nous avons toujours eu plus de solidarité, on peut dire, avec le monde socialiste. Et aux États-Unis, parce que nous étions dans le centre du monde impérialiste, c'est une question surtout de défendre le monde socialiste, compris l'Union soviétique, la Chine, des choses. On a eu beaucoup de confiance dans la révolution Chine. Mais dans les États-Unis, on a aussi milité en solidarité avec les Rosenberg, avec les... Oui, c'est difficile parce qu'on a des problèmes avec le Parti communiste pour faire ça, parce qu'il ne veut pas toujours cette aide, mais nous avons toujours appuyé les communistes contre l'État états-unien. Et les choses comme ça, c'est une question de solidarité avec la révolution Chine, solidarité avec Cuba que nous avons. Qu'est-ce qui explique qu'à partir d'une matrice qui était celle du SWP, qui était trotskisante, comment ça se fait que vous êtes rapproché du bloc socialiste? Parce que dans l'histoire du trotskisme, ça n'existe pas. Hein, oui, c'est totalement inédit. À quel moment ça s'est décidé? C'est parce que les trotskistes nous a appelés stalinistes. Mais les stalinistes nous a... Vous appelez trotskistes? Oui. C'est un temps difficile. Mais nous avons fait notre lutte aux États-Unis. Mais c'est toujours... on a pensé du monde divisé entre les deux camps. Un parti socialiste du monde et un parti impérialiste. Et c'est comme ils sont les deux, nous sommes toujours avec le Parti socialiste, parce que ça représente les travailleurs du monde. Et le Parti impérialiste représente les impérialistes. Et on est toujours en solidarité avec le Trump, même si on n'a pas aucune confiance dans le leader de bloc ou du pays à un certain moment, on est toujours en solidarité avec lui. Même là maintenant, on est presque toujours contre l'impérialisme états-unien. Et pour attaquer un pays, par exemple, même Afghanistan. La lutte en Afghanistan, c'est dirigé par les talibans. Oui, mais nous ne sommes pas contre... Nous n'aimons pas les talibans, mais nous sommes plus contre l'impérialisme états-unien en Afghanistan. Nous voulons retirer les troupes états-uniennes d'Afghanistan. Même si les talibans ont été financés par les États-Unis aussi contre l'URSS. Les Moudjahidines, c'était quand même financé. Ils ont fait les deux choses en même temps. Il a utilisé les Moudjahidines ou les Takfiri contre le Khamenei Irak. Il a utilisé mais en même temps il a dû bombarder parce qu'il est un ennemi et on peut les utiliser de temps en temps. En Libye, on a détruit tout l'État. C'est un État qui était assez bien ménagé. On peut vivre là. Beaucoup des immigrés africains ont vécu en Libye, ont gagné une bonne vie. Mais après, c'est tout détruit. Il y a 2 millions des immigrés en Europe. Et ça rendra la vie difficile pour tout le monde. Alors, c'est vrai que peut-être question un petit peu subsidiaire, mais
en France, on connaît pas mal aussi certains textes marxistes aux États-Unis. Je pense à Berthold Ollmann et ses grands travaux sur la dialectique. C'est qu'on a mis. Ah bon. Oui, mais c'est plus une vie personnelle. Mais on est dans la même page, on peut dire quelque chose. Mais il est académicien. Oui, il y a eu un colloque en France sur la dialectique. Oui, en français aussi. Oui, tout à fait. Alors, ça, sa femme est française. Donc, voilà, peut-être un peu pour... Est-ce que tu suis un petit peu l'actualité de ce marxisme aux États-Unis? Je sais pas, on pense à des gens comme Jameson aussi, dont on entend parler, donc je sais pas, et des choses qui nous arrivent, comment est-ce que... Parenti, effectivement, qui avait écrit, qui était pour moi, à mon avis, un des meilleurs vulgarisateurs de l'ensemble du mouvement communiste. Enfin, comment est-ce que tu vois un petit peu la réflexion sur le marxisme aux États-Unis? Est-ce qu'elle est très vivante? Est-ce que vous suivez ça attentivement? Pour la plupart des marxistes, les gens qui s'appellent, qui se nomment marxistes aux États-Unis, sont des académiciens. Ils ne sont pas connectés à la lutte. Il n'y a pas une grande lutte. Peut-être s'il y a une grande lutte des travailleurs, des gens comme ça peuvent être plus connectés avec cette lutte et ça le rend de plus en plus efficace aussi. Mais si ces académiciens ne sont pas connectés dans la lutte, parce que la lutte est à un niveau très bas aux États-Unis, il peut écrire des choses intéressantes, mais ce n'est pas utile pour les travailleurs. Le mieux, c'est Parenti. Il a écrit des bonnes choses. Et Ollmann aussi a écrit des bonnes choses. Mais je ne sais pas comment ça... Je ne suis pas un expert. Oui, bien sûr. Je me lis. Mais justement, on a un petit peu l'impression que c'est des gens comme Chomsky, c'est-à-dire plutôt un courant anarchisant, même malgré ses mérites, mais lié au néopositivisme logique, des gens comme Russell, qui détient plus, disons, le leadership, enfin disons, qui a une espèce de supériorité morale sur l'anti-impérialisme, et on peine un peu à... Russell a fait des bonnes choses parce qu'il a utilisé son réputation pour aider Vietnam, la lutte, surtout dans le Vietnam. Chomsky, c'est une chose différente parce qu'il est anarchiste et vraiment anticommuniste. Et il écrit des choses intéressantes, exposantes le rôle de l'impérialisme, mais il n'a jamais participé dans la lutte contre ces guerres. Par exemple, les guerres de Yougoslavie. Il a eu l'opportunité de dire quelque chose pour expliquer la situation, pour faire une plus grande partie de la gauche états-unienne pour lutter, mais il n'a pas essayé de faire ça. Nous avons travaillé avec Ramsey Clark, qui n'était pas un idéologue, qui n'était pas un marxiste, mais il est combatif. Et il a accepté de travailler avec vous, il travaille avec vous en tout cas. Il travaille avec nous et des autres. Et il s'est rendu au pays où il y a des bombardements pour être là, en solidarité avec la Yougoslavie, avec l'Irak. Il était un homme qui a lutté. Mais justement, par rapport à toute cette mouvance avec laquelle les marxistes-léninistes peuvent travailler ou ne pas travailler, quand on pense à un mouvement comme Occupy Wall Street, ça a été comment est-ce que tu voyais ce mouvement? Qu'est-ce qui est né de là? Est-ce que c'est des gens avec qui on pouvait discuter ou pas? Oui, c'était une chose intéressante. C'était en 2011. C'est surtout des gens qui étaient, on peut dire, dépaysés par la crise de 2008. Et ils ont commencé à occuper une partie de la ville. Et c'était une forum ouvert de discussion. Et on a pu participer en ça. Mais dans presque les mêmes 2 ou 3 semaines, la classe dirigeante aux États-Unis
et des dirigeants locaux ont décidé de briser ça avec la police. Ils ont utilisé la police pour remover les gens de cette occupation. Et ça a démoralisé la plupart des gens. Les gens qui étaient sont en continuant cette militance, pour la plupart, ils ont entré comme organisateurs payés dans les syndicats un peu plus progressistes aux États-Unis. Et les autres sont joignés des partis comme le nôtre. Mais la plupart sont dispersés. Ça explique peut-être le regain de Sanders, le fait même qu'il ait mentionné le socialisme, comme tu dis, Oui, qui était déjà un progrès. C'est une continuation. L'occupation, le mouvement Black Lives Matter, oui, c'est ça. Le mouvement de Sanders, c'est des expressions du mouvement de plus ou moins de gauche. Parce qu'il y a un grand mouvement, je peux dire ça, parce que peut-être personne ne sait ça en France. L'opposition de Trump, pendant le dernier an, après l'élection de Trump même, il y a eu une participation très large. Peut-être 1-2 millions de personnes qui ont entré dans la vie politique active pour la première fois dans sa vie. Et ils ont formé des organisations anti-Trump dans beaucoup de villes dans le pays. Je le sais, mon frère, ma soeur, ils ont fait ça. Mon frère, il est dans une petite ville très confortable, un peu nord de San Francisco, Mill Valley. Et ils ont fait dans une ville de 14 000 habitants. Ils ont une organisation de 300 personnes qui militent contre Trump. Peut-être la moitié travaille pour élire des démocrates. Démocrates, n'importe quel démocrate, pour changer le Congrès. Mais l'autre moitié travaille aussi en solidarité avec les immigrés, pour donner d'argent des organisations de base, pour lutter, pour sauver la sécurité de santé. Et des choses comme ça. Et chaque mois, il y a une réunion de 100 personnes qui n'étaient pas actives avant ça. Et ça a développé dans tout le pays. Mais c'est déjà, c'est toujours entre le Parti démocrate. Pour le pouvoir, mais à gauche. Je crois que c'est vraiment... C'est peut-être de Hillary Clinton à Bernie Sanders est à gauche. Et ils travaillent ensemble contre Trump. Mais ça a créé des conditions où il est plus simple de lutter. Et plus simple pour les gens d'être plus intéressés dans le marxisme, le léninisme, des choses comme ça. Ils font des études, ils lisent des books, des livres. Parce que j'ai l'impression que depuis Occupy Wall Street et puis tous ces mouvements qui ont essaimé jusqu'à Black Lives Matter dont tu parlais, et Sanders et tous ces mouvements en parallèle, il y avait aussi l'émergence du Tea Party et à l'extrême droite, mais des commentateurs américains, des camarades nous disaient en fait c'est la fin du bipartisme. C'est la fin du bipartisme à l'américaine. Justement parce que maintenant il y a Occupy à gauche, le Tea Party et les deux autres partis. Et quelque chose qui est en train de se... Voilà, parce qu'il commence à y avoir justement et peut-être que c'est l'enjeu, c'est-à-dire de créer un mouvement à gauche très fort qui ne doivent plus rien au Parti démocrate et qui rompent avec la politique impérialiste en fait. Est-ce que ça... Ce serait mieux. Oui, voilà. Ce serait mieux. Est-ce qu'on ne va pas vers ça justement? C'est très difficile de ramper avec le Parti démocrate.
Oui. C'est très difficile. C'était toujours une chose très difficile parce que le Parti démocrate et le Parti républicain, ils sont les partis qui peuvent être élus et les autres pas. C'est peut-être si quelqu'un comme Bernie Sanders a dit oh je vais ramper avec le Parti démocrate et on peut avoir un parti plus indépendant. Ça aurait été possible? Est-ce que ça aurait été possible qu'il n'appelle pas à voter Clinton? Est-ce qu'il était possible, à un moment dans la lutte avec le poids des forces populaires, on soit arrivé à ce résultat? Est-ce que le prochain Bernie Sanders, enfin la personne qui va lui succéder, peut arriver à ce degré? Peut-être le prochain, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme dans la question de guerre. On doit lutter pour voir. Oui, exactement. Je n'ai pas une... L'important c'est de lutter, oui. Bon, bah, on va se terminer sur ces conclusions. Merci beaucoup, Jean-Pierre.